Au pied de l'Atlas, au Maroc, la petite ville s'éveille. L'aube illumine la mosquée où entre le premier fidèle. La prière ouvre la journée. À son appel, les ruelles s'animent. Déjà, les femmes se mettent en route pour chercher l'eau. C'est par l'eau que la vie peut naître sous ce climat brûlant. Et c'est une eau qui vient des neiges pour animer dans la petite ville les hommes, les bêtes et les choses. L'eau, c'est la mère des fontaines, celle qui crée les gestes nobles et utiles. C'est aussi l'eau qui va arroser les souks sous leurs claies de roseaux, où s'ouvrent déjà les boutiques étroites dans lesquelles l'on vend les épices et les cuirs brodés. L'eau qui rafraîchit le patio que traverse si sagement l'enfant en route pour l'école, car la vie du matin réveille les écoles. Tout un petit peuple sérieux se met en marche vers la classe. Enfants arabes et puis enfants français. Ils arrivent parfois en un pittoresque équipage. Tout à l'heure, ils iront s'asseoir sur les mêmes bancs. Mais point d'école sans une âme active. Et voici celle qui fait vivre 5 écoles, une française. Son exacte sollicitude prend soin de tous. On s'en va vers une autre école. Une main maternelle emmène la fillette vers la classe. La maîtresse est là, qui attend la nouvelle venue. Une Française aussi, toute jeune, heureuse d'avoir cette pittoresque et docile famille. Défilé calme et travail sérieux. D'antiques broderies berbères renaissent ici sous les mains naturellement ingénieuses des fillettes. On ranime et l'on perpétue un art national. Et ces écoles ne sont pas moroses, on y chante aussi. Qui chante aime la vie, et qui aime la vie aime l'action. C'est pourquoi, d'un geste si vif, l'animatrice des écoles monte à cheval et part d'un bon trot pour le bled. Une mère de 4 enfants, dont le mari, instituteur, glorieux sous-officier de Goumier, est tombé devant Marseille. De son vivant, c'est lui qui faisait ce métier d'animateur. En vraie Française, elle a pris la noble tâche. Elle continue l'œuvre. Elle veut rester là comme un souvenir et comme un exemple. La fidélité et l'ardeur à la tâche, partout, inspirent le respect, ouvrent les arts. On le voit bien par l'accueil si charmant de cette école coranique. C'est là qu'on épelle le Coran, c'est là qu'on enseigne la foi. Le maître prononce un verset inscrit sur la tablette. Les enfants répètent en chœur. Le maître scande la cadence avec sa baguette flexible. Redoutable instrument qui inculque à la fois le rythme et la sagesse. Car c'est aussi avec la baguette de bois qu'on gaule le fruit de sagesse, l'olive brune. Ici fonctionne encore la meule antique. La lourde pierre roule et broie l'olive lentement, d'où coule l'huile grasse, aliment précieux. Les procédés du bon vieux temps n'excluent pas la vie moderne. Comme tous les bons Marocains, ces blédards aiment les voyages. Le car arrive, il brinque-balle avec ses voyageurs en grappe qu'il secoue sans ménagement. Il vient de loin, tout poussiéreux. Il déballe ses sacs bourrés de lettres. Il en arrive de partout, d'Europe, d'Amérique.
Grâce aux bonnes routes construites, la lointaine cité est reliée au monde par la lettre. Elle l'est aussi par le fil. Et la lettre et le fil portent les nouvelles bien au-delà de la petite ville, jusque dans les vallées encore sauvages de l'Atlas. Ainsi, la vie s'étend. Ainsi se crée un lien utile entre ces hommes et les autres hommes. Entre la France qui a fait les routes, planté les poteaux, tendu les fils, et les habitants de ce bled lointain, français et marocains, qui travaillent et vivent côte à côte. De ces travaux et de ces vies associées, voici le point vital, le centre symbolique, la belle demeure moderne avec son parc et ses bureaux. Maison de France en pays marocain, celle du contrôleur civil, où l'administration de plusieurs milliers de haut, elle veille sur elle. Le contrôleur laisse son bureau pour aller rendre la justice. Rude tâche dont la pensée le préoccupe à l'heure qu'il traverse sans hâte les beaux jardins qui entourent sa maison. Là, il y a 20 ans, les arbres étaient rares. Avec l'eau sagement canalisée, le soleil, un humus fertile, on a tiré du sol ce jardin, admirable lieu de repos dont la végétation vivace couronne la petite ville. La petite ville, avec ses besoins, ses passions, et aussi ses litiges, car nous allons au tribunal. Il va falloir juger. Ce tribunal, on l'appelle le Mejles. Le contrôleur et le pacha y siègent de compagnie. Voici l'accusé, la mine basse. L'affaire est délicate. Il s'agit d'une peau de mouton, tout simplement. Et sous la peau, il y a aussi le mouton, probablement. On ne sait trop, on discute, on explique. C'est la classique chicaya. Le pacha et le contrôleur, qui s'y connaissent, écoutent, froncent le sourcil, se font une opinion. Ils y ont du mérite. Faire la part du vrai au milieu de tant d'éloquence, car le Marocain est fin et beau parleur, c'est une tâche difficile. La vérité pourtant finit par apparaître. Sentence. L'accusé est vraiment coupable. Rien qu'à le voir partir, sombre et farouche, on en reste persuadé. Et dehors, la vie continue. Une vie simple, naturelle. Beni Mellal, blotti au flanc de la montagne, est une cité campagnarde. Les potagers et les vergers qui s'abritent aux pentes de l'Atlas lui envoient leurs fruits, leurs légumes. L'oignon succulent, la fève grasse, la tomate juteuse, le piment rouge, et le citron et la grenade, fraîchement cueillis du matin au milieu des feuillages humides. Toute la montagne descend, la montagne pastorale où pâturent d'immenses troupeaux de moutons. Tout un grand mouvement d'hommes, de femmes, d'animaux de bas suit la route des troupeaux, qui est aussi celle du bois, car sur les lointaines hauteurs croissent les antiques forêts, le chêne vert, le noyer et le cèdre. C'est de là qu'à Beni Mellal viennent les bois de construction. On les descend à dos de mulets, de chameaux, d'ânes, d'hommes. Le contrôleur des eaux et forêts les vérifie et y pose sa marque, après quoi les grandes poutres s'en iront vers le souk. Dressés en cercle,
Ne dirait-on pas un rassemblement primitif de guerriers en palabres? Mais aujourd'hui, le pays est très pacifique. Et ce peuple guerrier se tourne vers d'autres travaux que ceux des armes. La vie l'appelle. Cette vie que les belles eaux captées dans la montagne ou prises à la source vont apporter à ces jardins. Mais pour les amener, ces eaux, et pour fertiliser la terre, de longs travaux sont nécessaires sur un sol ingrat, où pourtant l'horizon est beau. À ces travaux, la présence des chefs, le pacha et le contrôleur, est chaque jour indispensable. Il faut diriger, conseiller, exiger, être la pensée vigilante, incarner une foi et un espoir. Les hommes passent et s'éloignent. La pensée reste. Cette pensée agit. Et la voici à l'œuvre. Là où circule encore la charrue primitive attelée d'un cheval et d'un chameau, vient de surgir le tracteur à chenilles, le char de combat des labours, puissant défricheur de ces landes incultes où demain va pousser le blé nourricier. Et les famines toujours imminentes disparaîtront par le fait de cette pensée qui conseille et dirige pour le bien des hommes fraternellement. Là où ne poussait que le doum et le jujubier sauvage, le soc de la machine creuse. Et creuse à fond, suivant un grand plan de travail, où le sillon prévu aura pour semence l'eau vivifiante qu'on lui prépare dans la montagne. Car on va barrer là-haut des vallées dont cette pensée prévoyante a déjà dessiné les figures futures. Paysages créés pour la vie, savantes constructions qui règlent la nature, travaux de jeunesse et de jeunes hommes. À cette œuvre, en effet, il faut l'ardeur de jeunes hommes, tel celui-ci, l'ingénieur en chef dont le visage volontaire respire l'intelligence et la ténacité. Il en faut pour barrer et pour percer une énorme montagne. Au caïd, venu de la plaine, l'ingénieur en chef explique le plan des travaux. Ce plan, on l'a tracé là, à travers les rocs, les buissons, dans un décor sauvage. Mais la sauvagerie cédera à l'idée. La pelle, le pic et la mine auront raison d'une nature hostile et jusqu'à ce jour indomptée. Cette nature, on la vaincra, mais non sans peine, à force de bras, de temps et de patience, par le savoir et par l'effort. Un lac naîtra, un lac aussi vaste que le lac d'Annecy. Il naîtra, enfanté par le geste ancestral des hommes, le geste bâtisseur du sédentaire, comme du pasteur qui dresse sa tente dans les solitudes, la tente noire des tribus pastorales qui nomadisent sur les hauts plateaux. Et le soir venu, les troupeaux descendent vers la ville qui s'endort sous la prière.